OK, ben, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là à ce talk show, sur le CRM augmenté et comment, penser la mise en place de l'IA, heu et comment penser, en fait, à la mise en place de l'IA dans Salesforce. Donc en fait, là, on va passer 30 minutes ensemble, assez rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Agère Lucas, je suis Head of Sales chez Gemini. Je suis accompagnée aujourd'hui de Moussa Sidibé. Je te laisse te présenter. Yes, donc Moussa Sidibé, je suis directeur associé chez Gimini. Parfait, bah, c'est parti. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et surtout, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez le chat, à votre disposition en bas à droite, donc vous pouvez interagir avec nous, histoire que ce soit un peu plus convivial. Pour commencer, en fait, on a voulu faire ce talk show pour faire, en fait, un bilan des 1 an de Agent Force et en fait, vous faire un petit retour sur nous, les ressentis et justement les bonnes pratiques, auxquelles on a été confrontés. Donc les points clés, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine, ou pourquoi en fait nos clients hésitent, hein, à mettre en place, Agent Force? Bah, le premier point, ça va être, cette notion de complexité, qui est perçue par, beaucoup de personnes, hein, en se disant: «Bon, bah, voilà, en fait, déjà qu'on a à faire, des évolutions sur notre CRM, des choses à mettre en place et tout d'un coup, en fait, la question de l'IA, il y a, cette notion, en fait, de complexité de mise en place. Le deuxième point, ça va être le ROI qui paraît incertain en se disant: «Ben, combien ça va me coûter?» mais finalement, je ne sais pas trop combien ça va me que ce que ça va apporter, ça va nous apporter. Le troisième point, c'est, la peur de se lancer trop tôt. En général, nos clients, se disent: «Bon, bah, je regarde d'abord, ce que va faire le voisin et puis en fonction des retours, d'expérience, ben, je me lancerai, mais pas de suite». Les petits malins. Du coup, l'urgence d'agir, on a voulu vous partager ces chiffres, donc qui sont des études faites par, la Commission européenne, sur, justement la mise en place de l'IA dans les entreprises européennes. Et ce qu'on constate, en fait, il y a, en tout cas un potentiel, sur le PIB européen d'ici 2030 de 1,2 à 1,4 trillion d'euros. Donc en fait, il y a un enjeu énorme, c'est de savoir, bah, est-ce que, justement, ben, ce potentiel, l'Europe va s'en saisir ou est-ce qu'on va, laisser en fait, ces opportunités, cet impact en tout cas, aller, ailleurs? Il y a également ce chiffre, moi, qui m'interpelle énormément, c'est, seulement 11 des entreprises européennes, utilisaient l'IA en 2020, contre, 35 aux États-Unis. Donc il y a un écart. J'espère que cet écart, en tout cas depuis 2020, est en train de se réduire. Mais en tout cas, voilà, on a un sacré retard, hein, en Europe, sur, la mise en place, de l'IA dans les entreprises. Donc plus de 20 à 25 de gains de productivité qui sont attendus. Donc c'est pas une paille, hein, on ne parle pas, de, 5 mais voilà, c'est quand même, un pourcentage important qui est attendu, dans les services notamment, financiers. Ça va avoir un impact sur la santé et l'industrie d'ici 2030. Un coût, réglementaire estimé à plus de 30. S'il y a une adoption tardive, ça représente en fait, moi j'avais observé en fait un graphique là-dessus, où plus les entreprises attendent, de mettre en place l'IA dans l'entreprise et plus en fait le coût de mise en place va être beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que, ben, ça sera de moins en moins adapté et donc de moins en moins, comment, le legacy en tout cas, des entreprises sera trop importante, et donc un coût beaucoup plus important en termes d'implémentation de l'IA, dans le temps, en fait, si, les entreprises, attendent trop longtemps. En Et réalité, c'est un peu la même chose qu'on avait, sur la mise en place des CRM, hein. Il y a 20 ans, tout quand à fait. quand on voulait mettre en place les CRM et que les gens, ils avaient des fichiers Excel, ben, en fait, plus ils attendaient longtemps avant de mettre en place le CRM, plus ils mettaient des processus métiers dans des outils un peu disparates et ça devenait compliqué,
après de mettre en place les choses dans le CRM. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe, sauf que là, on parle justement d'une augmentation de la productivité qu'il faut réussir à mettre en place grâce à l'IA. Tout à fait. Merci pour la précision, Moussa. Et et 3 freins, majeurs, qui remontent, c'est, le manque de talent, clairement, sur, cette partie-là. C'est le financement et c'est la donnée et ça, on va en parler. Du coup, quelques cas d'usage mis en place. Tu peux nous faire un retour justement, là-dessus, Moussa, sur, les différents cas d'usage, auxquels on a été confrontés ou qu'on a Yes, mis en Singer. place? Donc c'est vrai, hein, il y a beaucoup de frilosité, il y a beaucoup d'entreprises qui ne se lancent pas, mais pour autant, il y en a certains qui se lancent et ils prennent un peu de l'avance par rapport aux autres. Et donc là-dessus, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on accompagne les entreprises sur la mise en place de CRM. On est présent chez les clients en exclusivité, mais il y a certains clients qui ont des DSI, donc du coup, on parle des grands groupes du CAC 40, hein, qui accompagnent leurs différents pôles métiers à faire évoluer Salesforce ou à mettre en place de nouveaux processus. Et donc, dans ce cadre-là, l'idée, c'est de venir accompagner en fait ces équipes DSI qui sont au quotidien avec leur métier sur la compréhension déjà de la capacité de Salesforce par rapport à l'IA. Parce que l'IA, on en parle beaucoup, mais l'IA dans Salesforce, c'est quelque chose qui va un peu plus loin que l'IA. Et donc, du coup, ce qu'on a fait avec une de ces entreprises-là, c'est qu'on a accompagné ces équipes DSI en les acculturant aux différentes solutions qui existaient sur l'IA et on les a aussi accompagnés à faire un cadrage, donc du coup, avec leurs équipes métiers. Donc, c'est déjà un premier pas de se lancer dans l'IA que d'essayer déjà de comprendre ce qu'on peut faire avec et ensuite de définir une roadmap sur les différents éléments qu'on va mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement avec des entreprises qui ont déjà des processus métiers dans Salesforce et qui veulent aller plus loin avec l'IA. Ensuite, on va avoir des cas d'usage qui sont beaucoup plus simples sur la partie vente ou sur la partie service client, là où on va permettre à un commercial de pouvoir demander à l'IA de lui proposer un modèle d'email à pouvoir envoyer ou alors une séquence à pouvoir mettre en place avec son client. Et on va pouvoir même aller plus loin. Donc, du coup, on a un client chez qui on a mis en place un agent autonome qui lui permet en fait de relancer automatiquement les devis, de pouvoir enclencher des échanges avec les prospects qui sont dormants, donc du coup les prospects qui n'ont pas été contactés depuis un certain temps, et ça en toute autonomie. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas un commercial qui va aller regarder dans son CRM, qui va fouiller, qui va regarder depuis quand j'ai pas contacté un client. C'est vraiment un agent autonome qui fait tout ça et qui envoie directement les communications au client et qui communique avec le client. Sur les services clients, on est un peu plus frileux et donc du coup sur les services clients, nos clients mettent plutôt en place des cas d'usage là où les agents humains vont pouvoir être accompagnés par un agent autonome sur potentiellement des réponses à des cases qu'ils reçoivent, donc du coup des requêtes qu'ils reçoivent, ou alors des propositions par rapport à la base de connaissances qu'ils vont avoir dans leur CRM. Pour l'instant, on n'a pas eu de client qui a accepté de franchir le pas et de mettre à disposition son agent sur un portail pour pouvoir répondre directement au client. Et ce point-là, on y reviendra par la suite. Et ensuite, on a des cas d'usage là où on va un peu plus loin que du sales ou du service parce que Salesforce, c'est une plateforme CRM là où on peut avoir beaucoup de cas métiers. Et donc, du coup, on a justement des entreprises qui l'utilisent pour pouvoir gérer tout ce qui est gestion des talents et positionnement des candidats sur des missions. Et là-dessus, on utilise l'IA pour préparer les entretiens, pour pouvoir proposer des questions à poser aux candidats et même pour pouvoir justement faire du matching intelligent. Donc, les cas d'usage en réalité de l'IA dans Salesforce sont infinis par rapport aux différentes problématiques métiers que les clients vont rencontrer avec l'utilisation de Salesforce. Gère, tu peux passer ta frise, c'est ça? Alors, on a un petit problème de connexion, il me semble, avec Agère. Et quoi? Les ah, Agère, tu m'entends? non, oui, oui.
Excusez-nous, petite panne technique. Alors, je vais essayer de reprendre la main et du coup de vous partager les différents retours d'expérience. On a un petit problème de connexion côté Agère. Partager. Alors, on a vu un peu les différents cas d'usage qu'on a pu mettre en place chez nos clients. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur ces différents éléments, c'est qu'on a quand même constaté quelque chose. C'est déjà pour lancer l'IA, en fait, il y a des difficultés chez nos clients à pouvoir dimensionner l'abonnement. Parce qu'en fait, on va être sur un nouveau modèle avec Agentforce, ça va être un modèle à la consommation. La consommation, c'est quoi? C'est on va prendre un pack de conversation ou alors de crédit qui vont nous permettre justement de pouvoir utiliser l'IA soit en interne, soit par rapport à l'extérieur. Et en fait, aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils nous demandent le plus souvent avant de lancer le projet, c'est de se dire, OK, combien ça va me coûter? Et quand nous, on entend cette question, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, OK, en fait, il y a peut-être un problème parce que la maturité par rapport à l'utilisation de Salesforce aujourd'hui devrait permettre à un client, en 2-3 clics, de savoir que, par exemple, sur un service client, le mois dernier, j'ai reçu 10 000 demandes. Ces demandes-là concernaient des sujets qui étaient plutôt simples, plutôt complexes. Et par rapport aux sujets simples que j'ai, en fait, je sais que je peux potentiellement les faire répondre par un agent numérique. Et donc, du coup, c'est ce sujet-là de dimensionnement de l'abonnement qui nous permet de constater souvent que déjà l'implémentation initiale de Salesforce n'est pas allée jusqu'au bout, de pouvoir ressortir les métriques assez facilement sur les différents types de demandes qu'on a. Donc, OK, il y a un sujet de pouvoir dimensionner, mais il y a aussi un sujet, du coup, de pouvoir exploiter suffisamment le CRM pour pouvoir avoir les métriques qui nous permettent d'identifier les coûts. Et là-dessus, il suffit juste de mettre un peu à jour son CRM ou faire des rapports qui permettent justement d'avoir ces différentes données. Et ensuite, on va avoir toute la partie frilosité en fait, des clients à pouvoir mettre des agents de service client autonomes sur leur portail. Là-dessus, nous, ce qu'on dit, c'est OK, il y a une frilosité, mais en fait, le sujet, c'est plutôt de se dire, si dans un premier temps, je mets à disposition mon agent autonome à mes ressources internes, il me suffit juste de mettre en place une boucle de validation en fait, des réponses de l'agent, donc permettre à mon agent de service client de dire OK, en fait, j'ai eu un bon niveau de confiance par rapport à la réponse qui a été donnée par mon agent autonome pour pouvoir ensuite justement se dire au bout d'un an, en fait, on a 90% des résultats de l'agent autonome qui sont convaincants. Et donc, du coup, dans ces cas-là, on peut aisément en fait, se dire qu'on va le mettre à disposition d'utilisateurs externes. C'est assez simple, hein, c'est de se dire, je mets les choses en place en interne, je mets en place une boucle de récupération de résultats et du coup, ça me permet soit d'ajuster et d'améliorer les réponses de l'agent, mais ensuite, ça me permet d'être suffisamment serein pour pouvoir publier l'agent sur une plateforme externe et du coup, pouvoir améliorer la productivité de toute mon équipe sans avoir à leur faire passer par l'utilisation de l'agent. Parce que l'agent sera autonome et du coup, il parlera automatiquement avec le client. Et ensuite, le dernier constat, c'est bien évidemment cette boucle de contrôle. C'est très souvent, on met en place l'agent rapidement. Donc, du coup, c'est des prestations qui ne durent pas très longtemps chez nous. En revanche, ce qui manque, c'est de se dire, OK, j'ai mis l'agent. OK, il répond aux demandes de mes agents internes. En revanche, est-ce que je contrôle bien que les résultats sont OK? Est-ce que je contrôle bien
que son usage n'est pas détourné pour ensuite justement pouvoir se dire dans un an, voilà le ROI concret par rapport aux réponses que l'agent autonome a pu apporter sur un service client, ou voilà le ROI concret par rapport aux opportunités qui ont été closes grâce à mon agent autonome qui relançait les clients ou qui envoyait des emails. Donc, l'idée, c'est il ne faut pas, surtout pas s'arrêter à la mise en place initiale, il faut aller jusqu'au bout et essayer de justement mettre en place cette boucle d'amélioration. Et pour cela, ben, il y a les fondamentaux d'une stratégie IA. Ben, je suis de retour, hein, désolée pour, j'ai eu un petit problème de connexion, donc je ne mets pas ma caméra. Heu, donc hem, donc en fait, les 3, les 3 points fondamentaux pour une stratégie IA, ça va être, premièrement, ben, l'objectif métier, un objectif métier concret. Parce que bon, mettre l'IA pour mettre de l'IA, en général, bon, c'est pas très constructif. Donc il faut vraiment pouvoir avoir un objectif métier mesurable, c'est très important. Le deuxième point, c'est, on le dit assez en fait, on le dit pas, on n'arrête pas de le dire, c'est la qualité, et la gouvernance de la donnée. Point très important parce que si vous avez encore une fois une donnée qui n'est pas de qualité, ben, en fait, vous allez enfin, l'utilisation de l'IA va être un peu plus compliquée, parce qu'elle se base sur votre data et 3e point important et ça, c'est dans je dirais dans toute mise en place de solutions, c'est, l'adoption, et l'accompagnement de vos équipes, et de les former. Voilà, pour avoir une base solide en tout cas, voici les 3 points et après, ben, comment on fait pour y aller? Il faut y aller par étapes. Aujourd'hui, Agentforce propose déjà certaines fonctionnalités qui sont out of the box. Donc, mettre à la disposition des templates d'email automatiques par rapport aux différents échanges qu'il y a eu avec un client, c'est quelque chose qui peut être mis en place assez rapidement. Les comptes rendus d'appel et les comptes rendus d'activité, c'est aussi quelque chose qui est out of the box et qui peut être mis en place en quelques jours. Donc, il ne faut pas hésiter justement à faire cette première phase de déjà apporter des solutions aux commerciaux ou aux agents du service client avec ces fonctionnalités out of the box et ensuite penser justement à commencer à faire du prompt un peu plus avancé pour pouvoir en fait, aller chercher les données un peu partout dans le CRM et fournir des réponses beaucoup plus avancées par rapport à ce qu'attendrait un utilisateur de la plateforme, que ce soit un sales ou un agent du service client. Donc, il y a les fonctionnalités out of the box, il y a des éléments qui sont standards en utilisant les objets standards de Salesforce, et ensuite, il va y avoir les fonctionnalités qui vont être un peu plus avancées. Typiquement, le cas d'usage dont on parlait tout à l'heure sur le recrutement qui va être sur de la préparation aux entretiens ou alors des notations de matching. Mais en fait, ces choses-là, c'est des choses qui sont possibles avec l'IA. Mais il faut quand même passer par les phases 1 et 2 pour avoir des éléments assez rapidement concrets sur l'augmentation de la productivité. Et on en parlait tout à l'heure, il y a différents éléments qui sont quand même importants à prendre en compte sur la mise en place de l'IA. C'est aujourd'hui, un agent, on peut l'améliorer, mais pour l'améliorer, il faut superviser ce qu'il rend comme résultat. Et il faut vraiment s'inscrire dans une boucle d'amélioration continue. C'est assez simple de concevoir un agent, d'identifier un cas d'usage. C'est assez simple de pouvoir le configurer aujourd'hui grâce à toute l'innovation technologique qui a été mise en place sur Salesforce. En revanche, il faut passer suffisamment de temps sur les tests pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hallucination au niveau des résultats qui sont fournis par l'IA. Donc, c'est OK, on fait nos prompts, OK, on conçoit, mais on passe suffisamment de temps sur les tests pour valider que on ne va pas chercher des données avec l'IA qui ne devraient pas être fournies à tel ou tel utilisateur. On ne va pas aller chercher des résultats dans des objets qui ne sont pas forcément concernés par la demande. Donc, l'effort de test est quand même conséquent et il ne faut pas le négliger pour s'assurer que justement ce qui sera ensuite utilisé par les utilisateurs soit suffisamment pertinent et convaincant. Le déploiement, il est assez simple aussi. Et l'accent sur lequel il faut beaucoup regarder, c'est la supervision. C'est de se dire, dès la phase de conception, quand je vais concevoir mon agent, il faut que je réfléchisse à comment est-ce que je récupère des retours sur la pertinence de ces réponses. Comment est-ce que je récupère des retours sur le ROI qu'il va dégager ensuite. Et donc, du coup, ça, c'est forcément des boucles d'amélioration, c'est des questions qu'il faut poser à l'utilisateur après qu'il ait utilisé l'agent pour pouvoir valider les niveaux de confiance des résultats qui sont donnés
et pouvoir s'inscrire potentiellement dans une boucle d'amélioration. Et il faut aussi superviser son usage parce que très souvent, il y a des cas d'usage qu'on identifie comme étant hyper pertinents, hyper importants, et on se rend compte après 2-3 mois de déploiement que l'agent n'est pas forcément utilisé sur ces cas d'usage. Donc là, il faut peut-être repenser ou reprioriser d'autres cas d'usage par rapport à ce qu'on a conçu sur sur la mise en place de l'IA. Il y avait juste une question, Moussa, si tu peux juste te revenir sur la slide, c'est, parce que c'est sur le sujet, c'est de comment, superviser un agent avec des KPI adéquates en prod? Alors, déjà, les KPI, c'est typiquement sur un service client, ça va être le niveau de confiance de la réponse. Il suffit simplement, dans le prompt engineering, d'à un moment donné, de se dire, OK, une fois que la réponse est donnée, mettre un bouton d'action pour l'utilisateur pour qu'il puisse avoir une pop-up qui s'affiche et qui lui permette de noter son interaction avec l'agent. On est en production, euh, l'utilisateur est en train de discuter avec son agent, il a une pop-up qui s'ouvre, et sur cette pop-up-là, en fait, on met différents KPI qu'on veut suivre. Typiquement, est-ce que l'agent a bien regardé dans la bonne base de connaissances pour fournir le résultat? Quel est le niveau global de confiance qu'on accorde à la réponse qui a été donnée par l'agent autonome? Et tout ça, c'est des questions qui doivent être recueillies et ensuite qui doit permettre de faire des rapports ensuite dans Salesforce. C'est assez simple de pouvoir le faire, mais il faut penser à poser les questions et donc du coup concevoir cette espèce de pop-up qui permet d'avoir le retour interactif avec justement l'agent autonome pour mesurer ses KPI. Ses KPI. Super, merci. Il y a aussi d'autres aspects, hein, mais du coup, si on veut aller plus loin, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Lorsqu'on parle également de stratégie de mise en place, ben, on parle aussi des différents outils, IA dans Salesforce. Ben, bien évidemment Agentforce, hein, ben, surtout qu'en fait, ça fait maintenant 1 an, qu'on en parle, mais en plus là, il va y avoir pas mal d'annonces aussi, dans les prochains jours avec le Dreamforce qui arrive. Donc l'agent force pour tout ce qui est automatisation de sales service. Il y a également, on parle souvent de coaching sales, et la partie, service client, mais il y a également tout ce qui est, lié, à l'agent, qui, sur la partie quote, RCA et RCB, donc pour le billing, et on a également, Einstein sur le scoring et les recommandations. Et bien évidemment, pour ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de nous suivre, on a déjà parlé de ces outils qu'on utilise, hein, nous en interne, qui viennent enrichir. Donc c'est des ISV, notamment Mojo sur la transcription des appels, Everready sur, comment le suivi, intelligent de l'engagement sur un compte, commercial, enfin sur un suivi commercial, pardon, et Helisphere, sur, la data, sur l'enrichissement de la data et le cleaning de la data. Il y a juste une question aussi, j'en profite. Avez-vous des cas d'usage clients à présenter? Donc, on en parlera tout à l'heure, peut-être de cette partie-là. Donc je te laisse la main, Moussa, sur les quelques enseignements Oui, alors à retirer. ce qu'on a pu constater, hein, c'est rien que le fait de lancer un projet IA, ben, en fait, ça permet déjà d'identifier quelques éléments d'inefficience qui étaient dans les processus. C'est un peu comme à l'époque là où on lançait la mise en place d'un projet CRM, mais en fait, ça a obligé à se poser et à se dire, OK, c'est quoi mon processus, par où je passe pour pouvoir faire les configurations. Et donc, forcément, en lançant le projet, ben, en fait, on réfléchit à l'optimisation. Et c'est exactement la même chose qui se passe sur l'IA. Quand je vais lancer mon projet d'IA, typiquement sur mon service client, et la première question qu'il faut que je me pose pour pouvoir calculer les coûts, c'est quoi les cas d'usage sur lesquels je vais pouvoir faire appel à mon IA. Et donc, pour identifier ces cas d'usage, il faut que je regarde c'est quoi la nature des requêtes que je reçois et quel est le taux de requêtes qui est traité par mes différents agents humains. Et très souvent, ce qu'on a constaté, c'est que rien que ces métriques-là, elles étaient pas mises en place dans le CRM, alors que c'est des fonctionnalités natives du CRM. Donc, rien que le fait de lancer le projet IA, ça pousse à se poser les questions
sur les métriques qui permettent justement de gagner en productivité et donc du coup de mettre en place des choses qui permettent de capter ces différents éléments et d'avoir un meilleur suivi déjà de la productivité de ce qu'on fait sur le CRM. Que ce soit sur la partie, là j'ai pris le cas de la partie service client, mais ça va être exactement la même chose sur la partie vente avec le taux d'opportunités qui sont relancés par mes vendeurs, depuis combien de temps j'ai des opportunités qui sont dormantes. C'est des choses qui sont là, qui existent dans le CRM, et le CRM devient souvent un cimetière à données qui ne sont pas exploitées. Et le fait de se dire qu'on va lancer un projet IA justement pour augmenter tout ça, en fait, ça permet de se poser ces questions-là et de réveiller un peu ces données. Ensuite, le deuxième point, c'est en fait, les opérationnels, ils sont très créatifs, mais ils ont souvent des cas d'usage qui sont hyper pertinents. Et l'idée pour nous, c'est si on lance des initiatives d'IA, il faut absolument commencer déjà par acculturer les opérationnels, prendre quelques opérationnels et leur expliquer OK, ils utilisent Salesforce aujourd'hui comme ça, voilà ce qu'ils pourraient faire avec l'IA. Et rien que de leur expliquer ce qui est possible, en fait, eux, ça leur permettra d'identifier certains cas d'usage sur des automatismes à mettre en place pour pouvoir relancer des clients par rapport à des notes qu'ils attendent sur des requêtes qu'ils ont traitées ou alors de la récupération de données d'autres systèmes pour pouvoir justement répondre aux clients. Et tout ça, c'est des cas d'usage que eux ils ont qu'ils ressortent lorsque on leur livre la solution en test. Mais sauf que si on fait dans le sens inverse, c'est justement on leur donne la possibilité de comprendre comment ça fonctionne et de donner leurs inputs dès le début, et en fait, ça permet d'avoir des cas d'usage un peu plus proches de l'opérationnel et du coup de prioriser les bons éléments. Et ensuite, le dernier point, on l'a dit beaucoup de fois et on le dira jamais assez, euh, il faut absolument mettre en place des boucles d'amélioration. Parce que sinon, on peut très rapidement se trouver avec des agents qui deviennent obsolètes parce que en marchant dans le couloir, on demande à différents utilisateurs, OK, qu'est-ce que tu en penses de ton utilisation? Ah oui, c'est cool, ça me permet de gagner du temps. Mais concrètement, sur les 10 000 tickets qui ont été traités, c'était quoi les bons résultats qui sont ressortis? Est-ce qu'il faut que je réadapte les réponses qui sont fournies par mon agent virtuel? Comment est-ce que je fais pour améliorer tout ça? C'est hyper important parce que sinon, on aura une solution qui fonctionne, qui marche, mais elle ne sera pas optimale par rapport aux résultats qui sont attendus. Petit bonus pour conclure, avant de répondre à la question sur les cas d'usage client. D'ailleurs, on en avait parlé au tout début des cas d'usage, on en a parlé au début de ce webinaire. Je vous invite peut-être à nous contacter pour qu'on puisse vous présenter un peu plus en détail si vous le souhaitez. Pour conclure, en fait, en bonus, notre livre blanc, pour aller un peu plus loin dans ce qu'on vient d'évoquer, et c'est comment transformer votre entreprise avec Salesforce et l'IA. Alors, il est très complet. Je vous invite à scanner le QR code afin de pouvoir le télécharger et d'avoir plus d'informations, notamment sur les bonnes pratiques, sur les outils, sur des cas d'usage concrets, notamment sur des secteurs d'activité qu'on adresse comme tels que le retail, l'énergie, le conseil, high-tech également. Donc n'hésitez pas à télécharger ce livre blanc, c'est gratuit, et pour la personne qui nous a posé la question, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, le webinaire vous sera envoyé en replay. Donc on évoque, alors je ne sais pas si vous étiez là au début, on évoque justement les cas d'usage qu'on avait, qu'on a traités chez des clients. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements. On reste à votre disposition, et aussi, je vous invite à suivre la page LinkedIn de Gimini pour être régulièrement informé des dernières nouveautés ou des informations dans l'écosystème Salesforce, et également de l'actualité Gimini, tout simplement. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et que ça a été instructif, et on a tenu le temps. On a démarré en fait il y a 28 minutes, donc c'est parfait, et désolé pour le problème technique. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.